Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Michel Durieux, directeur général du Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît, Monsieur Durieux? Michel Durieux, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Je suis aussi conseiller spécial du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme pour les sujets de tourisme durable et développement territorial. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente le tourisme pour la région Nouvelle-Aquitaine? Alors le tourisme pour la Nouvelle-Aquitaine, d'abord c'est le premier segment économique de la région, devant l'agriculture et devant l'aéronautique, avec 18 milliards d'euros de revenus touristiques. C'est 144 000 emplois. Donc, on voit l'importance, c'est 9% du PIB. Et on reçoit 32 millions de touristes, 28 millions de Français, 4 millions d'étrangers. Et justement, oui, 4 millions d'étrangers, quand on parle des touristes étrangers, quelles conséquences risque d'avoir la crise sur des destinations comme Biarritz, par exemple? Alors, pour Biarritz et pour toute la Nouvelle-Aquitaine et pour toute la France, on va avoir clairement une problématique puisque que le déconfinement va être très long, avec des contraintes sur les frontières importantes. Et donc, on va se retrouver dans une situation où clairement les frontières ne vont pas se rouvrir. Donc, le tourisme étranger va être très fortement impacté. Donc, nous, on estime que sur l'année, ça sera certainement un recul supérieur à 60% pour les clientèles étrangères. Et clairement, en fonction de la situation cet été pour le Pays Basque, un impact très important, puisque la frontière espagnole risque de ne pas être fluide, on va dire. Comment est-ce que le CRT Nouvelle-Aquitaine accompagne justement les professionnels du secteur pour les aider à traverser tout ça? Alors d'abord, il y a eu toute une période de sensibilisation des acteurs, parce que clairement, au départ, on va dire que ce soit au niveau institutionnel ou des acteurs privés, il y a eu un certain déni ou un manque d'information sur la situation. Il a fallu plusieurs semaines pour qu'il y ait une réelle prise de conscience. Donc ça a vraiment été donner les informations pour voir la gravité non seulement de la crise sanitaire, mais aussi de la crise économique et de l'impact que ça allait avoir sur le tourisme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça risque d'être très long. Donc d'abord, cet accompagnement clair en termes de sensibilisation. Ensuite, il y a eu des aides financières de la région qui ont accompagné les aides de l'État. Mais clairement, là, sur les acteurs du tourisme, c'est les accompagner. D'abord, à prendre conscience qu'il allait falloir fermer. On a dit très tôt, dès la mi-mars, quand il y a eu les annonces de confinement, qu'il n'y aurait pas de mois d'avril ni de bon. C'était un discours difficile à porter au départ, mais qui petit à petit finalement est devenu réel. Et ça a permis aux acteurs quand même d'en prendre conscience certainement plus tôt que dans certaines autres régions. Donc ensuite, ce qui a été important aussi dans cet accompagnement, c'est de dire il va y avoir des choix économiques à faire, il va y avoir des adaptations de votre offre à faire. Donc d'ores et déjà, commencer à y réfléchir. On va y réfléchir avec vous. En même temps, ça a été leur expliquer qu'il fallait penser aussi à commencer à démonter les événements et les réunions. Il y en a qui ont résisté jusqu'au dernier moment, croyant pouvoir organiser des fêtes et des événements au mois de mai et au début du mois de juin. Et donc là, ça a été bien sûr leur expliquer et en même temps aussi expliquer qu'il fallait certainement arrêter d'avoir une communication traditionnelle dans cette période. Et donc là, c'est tout cet accompagnement qu'on a pu faire. D'accord. Quelle part vous prenez au niveau, national au sein d'ADN Tourisme dans le travail de concertation, d'accompagnement, s'il y en a eu? Vous savez que maintenant, dans ADN Tourisme, tous les CRT participent, donc c'est un travail d'équipe. Il y a des réflexions, bien sûr, communes aux offices du tourisme, aux départements et aux régions. Ça permet une cohérence finalement dans ce qui est fait. Il y aura beaucoup plus à faire dans les prochaines semaines, puisqu'il y aura une nécessité d'une observation commune finalement de l'évolution post-Covid. Donc là, je parle réellement statistique, mais aussi qualitative plus que quantitative, de savoir les attentes des touristes. Donc ça, c'était des sujets qui, historiquement et par compétence,
sont gérés par les CRT. L'observation, la promotion à l'international et au niveau national, une certaine cohésion et un pilotage du tourisme. Donc c'est tout ça qui se passe finalement à ADN Tourisme, qui est une fédération tout à fait nouvelle, mais qui permet et qui permettra, je l'espère, et certainement, d'avoir aussi un dialogue direct avec le gouvernement. Pour en revenir à la région, Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous pouvez partager avec nous la part des professionnels du tourisme qui ont bénéficié des aides gouvernementales, prêts garantis et cetera? Est-ce que vous avez ces données? Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas cette information encore. Il y a il y a des demandes permanentes. En plus, c'est des dépôts de dossiers avec des ouvertures de dossiers pour la région qui commençaient cette semaine. Je ne peux pas vous dire. Bon, de toute façon, on sait bien que le secteur du tourisme, et Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État, a déjà pris plusieurs fois la parole sur le sujet. Le secteur du tourisme est celui qui certainement va être celui qui est le plus impacté et qui va être certainement le plus demandeur de toutes ces aides, à la fois en termes de chômage technique et de trésorerie. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez, de la réunion du comité de filière avec le ministre, Bruno Le Maire, qui est censé se dérouler là cet après-midi? Alors vous savez, moi pendant 3 ans, j'ai été directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères, puisque c'était moi qui l'avais créé à l'époque de Laurent Fabius, et puis après avec Jean-Marc Ayrault et Jean-Yves Le Drian. On espère beaucoup de ces réunions. Il faut bien sûr y aller motivé et avec tous les arguments qu'il faut. Il faut aussi surtout écouter ce qui va être transmis. Là, finalement, il y a beaucoup d'informations qui sont attendues. Il y a des réflexions, il y a des groupes de travail qui sont en marche au niveau des territoires et qui travaillent avec les ministères. Il y a beaucoup de remontées d'informations des filières. On attend de ce comité de filière, finalement, les premières indications de comment on va déconfiner le tourisme. C'est surtout ça, puisque le président de la République a bien indiqué qu'au 11 mai, finalement, nos infrastructures touristiques seraient toujours fermées. Il a indiqué que les grands événements et grandes réunions seraient bloqués jusqu'à mi-juillet. C'est bien deux choses différentes. Il y a des moments où il y a eu des lectures un peu qui se chevauchaient. C'est bien deux choses différentes. Donc les hôtels, les campings et les activités touristiques, on espère qu'elles seront ouvertes très tôt après le 11 mai. Et donc c'est bien ces discussions sur lesquelles il faut continuer à appuyer. Et le comité de filière est une bonne structure pour pouvoir aborder ce type de sujet. D'accord. Alors, même si on n'a pas une grande visibilité pour l'instant, espérons que ce soit un peu plus clair, cet après-midi. Comment est-ce que vous envisagez justement la reprise en région, Nouvelle-Aquitaine? Je rappelle toujours que la Nouvelle-Aquitaine étant la première destination des Français, on a une très grande fidélité de la clientèle française vis-à-vis de nos destinations, que ce soit sur les destinations de La Rochelle et l'île de Ré, que ce soit sur la côte atlantique, que ce soit au Pays Basque, ou dans nos destinations intérieures comme la vallée de la Dordogne ou le Limousin. On a vraiment une clientèle, on dit toujours, il y a 50% des Français qui iront toujours au même endroit en vacances et il y a 50% des Français qui ne se baigneront toujours sur la même plage. Ben, moi, je demande déjà et je pense qu'on peut estimer que les Français cette année vont continuer à venir en Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, il va y avoir des contraintes de transport. Il va y avoir aussi un impact important sur les Français. Ils ont été beaucoup à être touchés par la maladie, il ne faut pas l'oublier. Nombreuses familles ont été touchées. Ensuite, il y a un impact économique, le chômage technique, 16% de perte de salaire, c'est à peu près le pourcentage qui correspond à ce que les Français mettent normalement dans leur budget loisirs et voyages. Donc, il va y avoir un impact certain. Les gens vont vouloir aller visiter et voir leur famille avant de partir en vacances. Et ensuite, et c'est important, on va voir aussi l'attitude des personnes vis-à-vis finalement de cette réouverture. Donc nous, on attend sur la Nouvelle-Aquitaine d'abord beaucoup de solidarité. Le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, on a lancé une action très tôt, puisque on l'a lancé juste avant l'annonce du confinement, Solidarité Tourisme. Donc c'était pour d'abord montrer qu'on était solidaire de la situation
et on a tout de suite dit, on a été la première région à dire restez chez vous. Et on s'est associé à l'Organisation mondiale du tourisme qui en parallèle disait voyagez demain. Donc restez chez vous, voyagez demain. Donc ça a été pour un comité régional du tourisme faire une campagne spécifique pour dire aux personnes de rester chez eux. On a quand même trouvé que c'était un niveau de solidarité assez important. Après, on a commencé à faire remonter les actions du secteur touristique vis-à-vis de participation à cette situation. Donc, par exemple, un hôtel à Poitiers pour héberger les sans domicile fixe qui pouvaient être atteints par le virus, les différents hôtels qui reçouvent des personnels de santé. On a la compagnie de croisière Croisière Europe à Bordeaux qui a mis à disposition son bateau, ou maintenant son deuxième bateau même, pour accueillir les personnels de santé. Donc, on a mis en avant ces actions. Et derrière, on va aussi maintenant demander une certaine solidarité des Français et de ceux qui ont l'habitude de venir sur notre destination, en leur disant, quand vous le pourrez, venez réserver votre petit hôtel, réserver votre camping dans lequel vous allez toujours, réserver votre destination, ben on en a besoin. Et donc, ça sera un élan de solidarité permanente, parce que cette situation, finalement, va obliger à beaucoup de solidarité. Vous avez aussi le CDT Berne Pays Basque, qui est sur votre territoire, qui a lancé l'initiative qui s'appelle le repos des héros, qui maintenant un peu fait tache d'huile. C'est aussi, une belle fierté quand même pour la région Nouvelle-Aquitaine. Très belle opération du Pays Basque, du département des Pyrénées-Atlantiques, le repos des héros, puisque ça inclut aussi Pau Béarn, cette opération, avec plus de 200 familles de professionnels de la santé qui vont recevoir la possibilité de venir sur le territoire après cette période. C'est important, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres initiatives comme ça sur le territoire et en France. Je pense que c'est important d'abord de reconnaître tout ce qui a été fait par le personnel de santé, sans oublier tous les autres personnels en contact avec les populations. Et là, on parle bien sûr des caissières, des éboueurs et de tous ceux qui ont dû et qui continuent à travailler et qui sont obligés de sortir de leur confinement pour qu'on fonctionne. Donc, je pense que c'est toutes ces populations qui auront besoin de recevoir une certaine solidarité. Et là, le secteur du tourisme a un rôle à jouer. C'est pour ça que j'en reviens à Solidarité Tourisme, parce que réellement, je pense qu'après, le tourisme aura une façon aussi de remercier toutes ces populations qui ont permis de traverser cette crise. Mmh. Dernière chose que je vous propose d'évoquer ensemble, alors vous avez à la fois la casquette du directeur général, du CRT Nouvelle-Aquitaine, mais aussi, votre rôle, auprès de l'OMT. Vous avez donc une vision un peu terrain et plus macro. Comment vous imaginez qu'on consommera le tourisme, demain? Bah, globalement, il y avait déjà une évolution qui avait commencé. On dit qu'il y avait des signes faibles, il y avait déjà des évolutions. On parlait de tourisme durable, on parlait d'essayer de limiter l'impact du tourisme sur les évolutions climatiques. On parlait du tourisme dans le développement territorial. Donc il y avait toutes ces réflexions, ces avancées, des politiques qui se mettaient en place, hein. On le voit bien, par exemple, sur la région de Nouvelle-Aquitaine, il y a le schéma de développement touristique régional qui avait intégré cette notion de durable et cette volonté de devenir la première région de tourisme durable. Au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, l'année 2019 avait été l'année du tourisme durable. Donc, on était déjà dans cette démarche. Alors maintenant, on va dire qu'on estimait qu'il fallait 10-15 ans pour faire vraiment toute cette évolution. Déjà, la première réalité, c'est que cette évolution, on va devoir la faire maintenant entre 1 et 5 ans. On a un avant et un post-Covid-19, puisqu'on va se trouver à faire cette période de transition très courte et on va devoir faire maintenant une période de transformation qui va être sur une période très courte. Alors là, il faut bien apporter un point qui est important et qu'on oublie souvent. Le tourisme durable, c'est à la fois environnemental, c'est économique, mais c'est aussi social. On va vite voir dans cette crise que le tourisme touche énormément de populations en termes d'emploi et que ça a un poids économique très important. Alors, j'ai toujours cette petite phrase que je reprends qui est il va falloir faire du tourisme durable économiquement soutenable. Ça veut dire il va y avoir quand même à penser toutes ces évolutions, comment on va les financer et à quelle vitesse on va pouvoir les faire. Parce que assez rapidement, et c'est bien
la grosse difficulté pour les acteurs du tourisme actuellement. Ils ont une perte de trésorerie, ils ont une très forte dégradation, et encore je suis très diplomatique quand je dis ça, de leurs fonds propres. Il va falloir qu'ils tiennent une période longue avant de revenir à un rétablissement de leur trésorerie et ils vont être obligés en plus de financer cette transformation. Il faudra qu'ils soient aidés. Alors bien sûr, ça c'est quand même la partie qui intéresse le plus les acteurs du secteur. Et mes 23 ans dans le secteur privé, ben, ça me fait quand même penser aussi à ces modèles économiques qu'il va falloir repenser pour pouvoir financer cette évolution. Et ensuite, ben, il y a toutes les évolutions en termes de demande et des attentes. Donc là, il va falloir observer dans les prochains mois et les prochaines années ces évolutions, à quelle vitesse elles arrivent. Bon, clairement, il va y avoir une évolution sur le transport aérien. Donc on le voit bien, les compagnies aériennes disent qu'elles ne reviendront pas à la capacité, à 50% de leur capacité à la fin de l'année. Donc, c'est donc un impact colossal. On verra aussi l'impact que ça a sur Airbus et sur Boeing, qui sont quand même nos principales industries aussi pour Airbus au niveau national. Après, donc les avions vont devoir évoluer. On réfléchissait, on avait déjà la technologie pour faire des avions avec une partie hydrogène, une partie électrique. Les investissements ont été tellement importants qu'on ne les mettait pas en place. Mais la technologie, on l'a. Donc maintenant, est-ce que ces investissements vont être faits pour qu'ils soient mis en place? Ça va être important. Notre mobilité va bouger, va changer. On risque de se déplacer plus dans un rayon de 2-3 heures, peut-être moins de longs courriers dans un premier temps. Après, ça reviendra certainement. Et une très forte évolution aussi en termes d'hébergement. On risque d'aller vers des infrastructures plus petites, plus ouvertes, avec des espaces communs moins restreints. On risque d'aller beaucoup plus sur le camping. Alors, on l'oublie souvent. Le camping en France, c'est la première capacité d'hébergement touristique. Et le camping en Nouvelle-Aquitaine, c'est la première capacité de France. Donc, on a ce mode d'hébergement qui avait évolué sur ces dernières années vers du camping qui s'était densifié et qui s'était un peu construit avec les mobil-homes. Là, maintenant, on risque d'avoir un camping qui va diminuer sa densification et on risque d'aller vers ces nouvelles tendances qu'on voit, un terme que les gens n'aiment pas trop, mais ils vont finir par l'intégrer, le glamping, c'est le camping glamour. Donc, des campings qui sont de taille plus petite, avec une densification moindre, qui intègre beaucoup plus la partie environnementale, qui intègre beaucoup plus l'accès aux populations externes, avec moins d'activités à l'intérieur, qui sont plus dans des zones naturelles. Donc on va voir tout ça, c'est ce qui va faire le tourisme de demain. Ce sera peut-être plus complexe à exploiter du coup. Parce que faire un beau glamping, c'est moins facile que d'avoir 400 emplacements avec son mobil-home et un kids club, quoi. Oui, mais enfin, ça sera quand même plus facile que de construire un hôtel. Donc, c'est toutes ces évolutions qui vont arriver. Alors, ça correspond finalement à ce que les personnes commençaient déjà à dire dans les enquêtes. On voyait bien que ça faisait partie des attentes. Là, maintenant, ça fait partie finalement pratiquement d'une contrainte qui est imposée. Donc là, on voit que tout est en train de se retrouver. Alors après, il y a une petite touche d'optimisme important. Moi, je dis toujours, le tourisme et les voyages ont commencé à l'époque de la préhistoire. Et donc, sur notre territoire, on a quand même Lascaux et la vallée de la Dordogne. La vallée de la Dordogne est patrimoine de l'UNESCO pour tout ce qui est préhistoire. L'homme s'est toujours déplacé. L'humanité a toujours organisé des voyages. Alors, en fonction de rechercher des espaces où il y avait plus de gibier, plus de climat moins dur. Ensuite, ça a été pour rechercher des trésors, des fortunes, pour découvrir, et enfin pour le loisir avec le voyage. Mais enfin, on a accéléré les modes de déplacement, on est allé de plus en plus vite, de plus en plus loin. Maintenant, on va peut-être repenser notre objectif de voyage et revenir peut-être et certainement à des choses beaucoup plus simples, mais le tourisme va continuer. Ensuite, il ne faut pas l'oublier, le tourisme d'affaires, l'économie mondiale, finalement,
on doit redémarrer quand même une certaine économie qui va aussi évoluer et la société va évoluer. Mais le tourisme d'affaires, on dit toujours qu'il est anticyclique, c'est-à-dire il anticipe les crises et il redémarre avant la fin de la crise. Là, on voit bien depuis maintenant 3 mois que le tourisme d'affaires était déjà en très fort recul. C'est ce qui impose aux compagnies aériennes finalement de couper autant. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises ont accès à l'information, elles anticipent et donc elles ont très fortement coupé. Et tant que le tourisme d'affaires ne redémarrera pas, malheureusement, ça voudra dire qu'on sera encore en crise. Et là, on voit bien que le tourisme d'affaires a pour l'instant prévu une crise assez longue. Ouais, malheureusement, mais bon. Merci beaucoup, Michel Durieux.